Salut à tous, on est super content de tous vous retrouver en nombre et en force après ce week-end de Pâques. J'espère que vous êtes tous bien reposés. Pour cette troisième masterclass, on est super content d'accueillir Vincent qui nous donne de son temps et avec qui on va discuter de comment mettre une bonne ambiance dans son équipe, comme d'habitude en 3 temps. Vincent, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur, un homme de communication qui a monté notamment Intuiti, qui est une grosse agence de communication nantaise. C'est aussi le fondateur de 50 Truck, qui est une start-up autour du transport de marchandises et de l'optimisation. Ça va parler à Alice, qui est dans la supply chain, et voilà, et qui monte d'autres projets entrepreneuriaux. Comme d'habitude, ce qui va se passer, c'est qu'on va échanger pendant 7 heures en 3 temps. Le premier autour de la valorisation des collaborateurs sans passer par le levier financier, qui est une grosse question que pas mal d'entre vous avaient abordée au moment des onboarding. Le second, c'est tout ce qui est rituel de com. Donc là, c'est des petites choses à mettre en place. Vous allez voir, Vincent a testé pas mal de choses. Il va le partager avec nous. Et après, si le temps nous le permet, on voulait aborder, ce qu'on trouvait intéressant, c'est toujours cette frontière ténue entre être manager et tomber un peu dans le copinage qu'on peut tous avoir. Tu m'as perdu? Merde. Non, j'ai tout perdu. Allô, allô? On t'entend toujours, Grégoire, mais on ne te voit plus. Ok, bah je pense que je vais revenir, c'est le temps que ça revienne. Vincent, tu nous entends, toi? Très bien. Vincent Roux. Ok, et ben écoute Vincent, donc on va te laisser la parole. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes en 2 petites minutes, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Et si tu souhaites faire un petit préambule sur avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, voilà. La parole est à toi. Ok, mais d'abord bonjour à tous. Écoute, t'as un peu tout dit, Greg. J'ai effectivement fondé Intuiti avec 2 associés il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il y a une 50aine de personnes à Nantes, Paris et Lyon, donc dans le marketing digital. Voilà. Ensuite, il y a 2 ans, j'ai fait une petite crise de la quarantaine où je sentais que j'avais fait un peu trop le tour d'Intuiti, et à partir de ce moment-là, je sentais que j'étais plus bon. Donc, j'ai confié la direction générale à un directeur qui la gère très très bien aujourd'hui, qui est encore meilleur que moi. Donc, je suis ravi, en tout cas pour ce qu'il y avait à faire dans le développement. Et j'ai lancé l'aventure 50 Truck avec un groupe industriel qui s'appelle IDEA, sur une intelligence artificielle pour aider les transporteurs à mieux remplir les camions, pour des logiques à la fois économiques et écologiques. Et puis là, je me lance encore dans une autre aventure entrepreneuriale en parallèle. Voilà. Et enfin, pour finir, j'ai une vie associative assez dense, administrateur de la cantine jusqu'en septembre dernier, pendant près de 8 ans, et puis administrateur de Réseau Entreprendre pour aider à la création et à la reprise d'entreprise. Voilà un peu mon pédigré. Cool, bah merci pour cette introduction, Vincent. Peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on déroule les 3 points qu'on a un peu travaillés, tu me disais quand on préparait que tu souhaitais faire un petit préambule avant qu'on rentre dans le dur du sujet. Oui, en fait, on parle d'ambiance. On va le voir, il y a plein d'artifices possibles pour mettre cette ambiance dans une entreprise. Mais d'ailleurs, dans cette phrase, j'emploie le mot artifice, hein, parce que ce sont des éléments qui sont plus ou moins durables. Ce qui est certain, c'est que sans certains fondamentaux, l'ambiance ne sera jamais bonne durablement. Et les fondamentaux, ceux que j'ai en tête moi aujourd'hui, c'est il faut qu'il y ait une vision qui soit hyper claire et partagée par les équipes, celle de l'entreprise bien sûr, mais celle du service aussi. C'est quoi sa mission? Est-ce qu'elle est bien claire? Est-ce qu'elle est partagée? Et d'ailleurs, régulièrement, il faut la rabâcher. Parce que c'est bien parce qu'on comprend ce pourquoi on travaille et son utilité qu'on est bien dans ses baskets, qu'on est à même
de participer à une ambiance et de se sentir bien. Et sans ce fondamental-là, ça fonctionne pas. Le deuxième élément, c'est, selon moi encore, hein, c'est bien que le management, c'est pas un truc qu'on apprend à l'école, hein, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup au fur et à mesure de nos expériences respectives. Donc, selon moi, le deuxième fondamental, c'est l'organisation. Il est important qu'elle soit claire pour tout le monde sur qui fait quoi. Même si c'est d'ailleurs parfois pas toujours gravé dans le marbre, c'est-à-dire qu'une organisation, c'est aussi fait pour évoluer, mais en tout cas, à l'instant T, il faut que je sache parfaitement comment je m'inscris dans cette organisation et quelles sont mes missions. Et dans l'organisation, il y a aussi des règles du jeu. Et voilà, c'est quoi ces règles du jeu qui profitent à l'échange, que ce soit entre les collaborateurs ou qui profitent à la dimension de subordination s'il y en a une. Et après, cette subordination, c'est pareil, ce lien de subordination doit être hyper clair. J'ai déjà vécu dans des entreprises dans mes entreprises, il y a eu des organisations parfois matricielles, c'est-à-dire des organisations qui sont à la fois projet et organigramme. Le lien de subordination n'est pas toujours très clair. Il faut le clarifier aussi dans ce genre de cas. Et puis le troisième fondamental pour finir, c'est les bonnes personnes. Ça veut dire que je pense que c'est important de connaître psychologiquement son équipe. Et donc, peut-être il ne faut pas hésiter à faire des tests de psychologie d'ailleurs. C'est pas des coûts énormes. Ça permet de savoir un peu dans quelle catégorie de personnes on a ses collaborateurs. Alors, il y a plusieurs modes de tests, hein, HBDI, les néagrammes ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est important de savoir un peu parce que ça permet de mieux les comprendre, de mieux appréhender leurs angoisses ou leurs motivations. Et ça permet aussi de bien savoir quelle compatibilité il peut y avoir entre les différents collaborateurs, jusqu'à même, peut-être, ne pas hésiter à sortir des éléments perturbateurs sans pour autant que l'équipe soit lisse. Donc, de ces trois éléments-là, je pense, va dépendre les fondamentaux d'une bonne ambiance. Après, le reste, c'est de l'entretien, c'est de l'arrosage. Mais en tout cas, il faut partir de ces fondamentaux-là, à mon avis. Cool. Merci Vincent pour le préambule. C'est vrai que c'était bien de le rappeler. Pour ceux qui étaient à la masterclass de Cyrielle Callot, on a vu l'importance de la sélection en amont et comment trouver les bonnes personnes pour son équipe. Je vous rappelle juste d'un point de vue très technique, pour ceux qui n'étaient pas au précédent masterclass, vous posez vos questions dans le chat et puis on va y répondre au fil de l'eau avec Vincent dans les 3 différents temps. Donc toutes les questions que vous avez ou ce que vous voulez partager, vous le mettez sur le chat. Vous allez dans la petite barre converser et vous ouvrez le chat. Vincent, je te propose qu'on rentre un peu dans le dur de notre sujet avec la première partie. Quand on veut motiver un collaborateur, instinctivement, souvent, on parle d'argent, de salaire, de primes, voilà, de la manière de valoriser passe souvent par le côté pécunier. Et l'idée, c'était peut-être que tu abordes avec nous, toi, la manière dont tu valorises et tu valorisais tes équipes d'une autre manière que par l'argent, voire justement pas par l'argent. Alors, c'est effectivement un sujet qui n'est pas toujours simple. Bon, déjà, il faut exclure juste une sorte de profession. C'est que si vous avez des commerciaux à gérer, s'ils ne sont pas motivés par l'argent, c'est problématique, ça ne sera sûrement pas des très très bons commerciaux. Donc j'exclus juste cette race de collaborateurs, j'ai envie de dire, qui a besoin d'être motivé par ça, même si ça crée un biais dans la vente et dans la bienveillance qu'il y a à avoir vis-à-vis des clients, mais en tout cas, c'est forcément une partie de l'équation. Après, pour les autres collaborateurs, on faisait des tests réguliers dans nos services qui s'appelait un baromètre social. Et régulièrement, ce qui revenait chez les collaborateurs, c'est le manque de reconnaissance. C'était pas régulièrement le fait d'être mal payé, c'était vraiment cette notion de reconnaissance. Je crois que quand un collaborateur arrive à un moment
où il ne se sent reconnu que par l'argent, c'est qu'il lui reste plus que ça dans l'entreprise. Cette reconnaissance, il faut arriver à la traduire d'une manière hyper concrète. Alors évidemment, il peut suffire d'aller les voir et puis de leur dire c'est très bien, c'est super ce que tu as fait, etc. Je pense que déjà, cette reconnaissance, il faut l'objectiver. Numéro un, quand on a des échanges de 1 à 1 avec des collaborateurs, quand on dit à quelqu'un que c'est bien, il faut être capable de lui expliquer parfaitement pourquoi c'est bien. Pourquoi on a un motif de satisfaction vis-à-vis de cette reconnaissance-là. Il faut que ça soit le plus objectivé possible. Sinon, ce sera parfois pris comme de la manipulation. Si on dit juste « Ah oui, c'est bien, t'es super », très général comme ça, c'est en général mal perçu par les collaborateurs parce que la première fois, ça fonctionnera, la deuxième fois peut-être, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois. En fait, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de grandir. Donc, ils ont besoin de savoir où sont leurs points forts et ceux qui sont à entretenir. Donc, c'est très important d'être spécifique dans la reconnaissance. Bien dire ce pourquoi ça a été un motif de satisfaction pour vous. Donc, soit sur le fond, soit sur la forme, soit sur la méthode, soit sur... en tout cas, il faut être extrêmement spécifique. Ça me paraît très important déjà dans ces éléments-là. Et je pense qu'il est important d'avoir avec eux un point régulier, justement pour faire le point sur leur travail et pouvoir leur donner cette marque de reconnaissance-là. L'autre élément de la reconnaissance, c'est que pour beaucoup aussi, certains collaborateurs ont besoin d'être reconnus par leur pairs. Donc, il est bien. On avait mis en place, nous, par exemple, un share meeting. C'était simplement une rencontre mensuelle, si je ne dis pas de bêtises, c'était mensuel, où chaque collaborateur faisait une revue d'un élément de fierté pour lui auprès auprès des autres collaborateurs. Donc nous, on le faisait au niveau de l'entreprise parce que ça permettait de ne pas démultiplier les réunions. Et donc, et à l'époque où moi j'y étais encore, on était une trentaine, donc ça restait à taille humaine, c'était encore faisable. Et donc là, chacun pouvait faire état d'un élément de fierté qu'il a eu dans son travail sur le mois passé. Une action auprès d'un client, une action en interne. Il est même arrivé que ce fut des retours d'expérience, d'éléments, de choses personnelles. Quelqu'un qui était parti faire les 24 heures du Mans en roller et qui a voulu le partager aussi avec ses collaborateurs. Donc voilà, ça c'est le deuxième élément. Donc le premier, je redis, c'est vraiment d'avoir des points réguliers avec son collaborateur et de lui faire des retours sur la satisfaction que vous avez avec des points spécifiques et objectivés. Deuxième point, c'est aussi de l'aider à avoir une forme de reconnaissance de la part de ses pairs et donc de trouver des moments où il va pouvoir mettre en avant son travail. Et la reconnaissance, juste Vincent, par les pairs, elle est faite, c'est lui qui dit voilà ce dont je suis fier. C'est pas les pairs qui disent voilà ce qui est particulièrement bien, ce que tu as fait pour l'équipe ou pour l'organisation. Là, non, c'est parce qu'en plus, moi je suis assez mal à l'aise avec ce type de fonctionnement parce qu'en fait, tu risques d'introduire un système de jury, d'un peu juge de la part des autres pour évaluer le travail des autres. Ça peut quand même être dangereux à mon avis. Il faut par contre l'aiguiller sur ce qu'il va partager parce que c'est avec votre regard extérieur, vous allez savoir ce qui va être effectivement admirable par les autres. Ok, super. Attends, il y a un message qui s'est affiché, c'est ça, en direct, là. La fréquence pour le one-to-one, ça dépend un peu de la taille de l'équipe. C'est pas évident de se démultiplier. Moi, je sais que jusqu'à 15 personnes,
je faisais un point régulier mensuel avec les membres de mon équipe et je doublais ça régulièrement avec des petits moments off, que ça soit une clope dehors, un déj, que sais-je, ou ce qui est super privilégié parfois, c'est après le boulot, quand il y a une ou deux personnes qui restent un peu plus tard, tac, il n'y a plus personne au bureau, c'est un moment aussi vachement sympa, ou tôt, en arrivant, parce qu'il y en a qui sont plus du matin. Donc voilà, donc, un point mensuel et à côté, régulièrement des points off pour prendre la température. Alors, c'est vrai que c'est des points qu'on abordera plus, je pense, plus à la fin sur le côté un peu justement quand on sort de la zone de boulot classique pour rentrer dans une sphère plus privée. Il y a pas mal de managers qui avaient des questions autour de ça. Après, justement, en termes de valorisation, il y a aussi pas mal de questions de est-ce qu'il faut donner plus de responsabilités, augmenter le scope, tu vois, plus que sur la reconnaissance pure. On dit qu'elle passe pas par la finance, mais quel doit être l'autre type de récompense qu'on peut donner à un collaborateur pour le motiver? Oui, alors effectivement, c'est partie des choses que je voulais aborder. Donc, il y a cet élément de reconnaissance, ça c'est important. Mais en effet, derrière, la reconnaissance va pouvoir aussi s'exprimer par la responsabilité, c'est-à-dire des missions qu'on va confier au fur et à mesure à ces personnes-là, en confiance. Donc, c'est-à-dire que il faut leur permettre d'avoir une certaine liberté et autonomie dans le travail qu'on va leur confier. Et en tout cas, plus cette confiance va être importante, plus la reconnaissance que vous allez pouvoir lui apporter va aussi se traduire par des missions que vous allez lui confier. Faut bien imaginer que si on se met à la place du collaborateur, au-delà de s'entendre dire que il est très beau, il est super, il est génial, il faut qu'il prenne du plaisir aussi dans son travail. Et ce plaisir, il va passer en partie par l'importance que le travail du travail qui lui a été confié, et la confiance qui lui a été accordée dans ce travail-là. Donc en effet, c'est un autre des éléments. Plus vous allez lui confier des missions à responsabilité, plus il va se rendre compte qu'effectivement vous lui faites effectivement confiance et que vous le reconnaissez sur la plupart des forces qu'il peut avoir. Okay. C'est d'autant plus important que si vous voulez que votre collaborateur respecte l'entreprise et vous respecte, l'erreur principale du manager parfois, c'est de vouloir briller dans tous les secteurs pour démontrer qu'il est le meilleur et susciter l'adhésion de la part des collaborateurs. Sauf qu'en fait, le rôle principal du manager, c'est de faire grandir son collaborateur. Et donc, c'est vraiment effectivement de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse exprimer ce qu'il a de meilleur en lui. Donc, aller le chercher régulièrement sur ses forces plus que sur ses faiblesses, lui apporter des missions sur ses forces plus que sur ses faiblesses. Et puis, sur la partie faiblesse, c'est comment vous pouvez l'aider à grandir sur ces éléments-là, parfois avec un coaching extérieur ou alors vous-même par un suivi, un accompagnement régulier ou de la formation. Enfin, il y a plein de possibilités. Et ça aussi, c'est une vraie marque de reconnaissance. Ça aussi, c'est une vraie marque de reconnaissance que de se soucier véritablement de faire grandir son collaborateur. Parce qu'il est simplement considéré, compris, quoi. Et tu dis et le faire grandir, c'est quoi? C'est par des formations, tu dis du coaching, c'est lui donner ce temps-là en fait? Oui, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de reconnaissance, c'est-à-dire féliciter. Féliciter, ça suffit pas parce que si on fait que féliciter, on finit par tomber dans la complaisance. Donc il faut absolument amener un œil critique. Et cet œil critique, il doit être là justement pour donner ses axes d'amélioration, les choses sur lesquelles ça aurait pu aller encore plus loin, ça aurait pu être encore meilleur, etc. Et donc, en identifiant ces éléments-là, au fur et à mesure,
soit vous lui apportez votre aide, soit vous le laissez travailler aussi lui-même sur l'amélioration de ses points, soit vous prenez des éléments extérieurs, formation, coaching, etc. Ok, pour cette, je vous propose qu'on va peut-être avancer dans les échanges. Je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Soit on les prend au fil de l'eau ou à la fin de chaque partie. Là, on était sur la reconnaissance autre que par l'argent. Moi, pour finir, j'avais une question parce qu'on parle beaucoup de l'individu et on se rend compte que nous, dans le réseau Up Together, il y a aussi beaucoup de reconnaissance qui passe par le travail de l'équipe. Et est-ce que, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut célébrer quelque chose et partager cette reconnaissance plus au niveau individuel, mais au niveau vraiment de l'ensemble d'une équipe pour créer cette cohésion et cette ambiance. Si juste on peut finir sur ça, sur cette première partie, avoir ton avis sur ça, Vincent. En fait, ça, c'est effectivement des éléments que je comptais aborder dans les habitudes. Le petit rituel de com. Communication. Ouais, voilà. Parce que l'élément financier, effectivement, je l'avais plus individualisé dans mon esprit. Bien que d'ailleurs, juste pour l'anecdote, mais toutes nos primes étaient collectivisées, nous. Hein, elles étaient collectifs chez Intuiti, de manière à ce que j'avais personne qui soit laissé pour compte et justement que ça crée une émulation d'équipe. Quoi. Et ça marche, ça? Pour les primes collectives? Ouais. Ouais. Il y a eu un peu de heurts au départ. C'est-à-dire que ceux qui avaient l'impression d'en faire plus que certains voulaient revenir rapidement à des choses individualisées. Mais finalement, ça a été accepté, plutôt bien accepté d'ailleurs, et ça a créé une forme de solidarité entre les personnes. Ouais. Cool. Ok. Bah, tu veux, à ce moment-là, il y a Pierre qui nous pose une question. Une prime collective n'empêche pas les primes individuelles. Est-ce que tu confirmes? Alors, moi, j'ai considéré dans mon entreprise que le salaire étant individualisé, chacun est libre de venir négocier son salaire. Après, la prime, c'est un effort collectif. Voilà, parce que souvent, d'ailleurs, dans les entreprises, ce qui est terrible, c'est que la pauvre comptable ou la personne à l'accueil ou des trucs comme ça, elle participe tout autant à la réussite de l'entreprise. Je veux dire, un bon accueil des clients est hyper important, un bon suivi est hyper important. La comptable, la pauvre qui est souvent enfermée dans son bureau, elle aussi, si elle n'est pas là, les rouages de l'entreprise ne fonctionnent pas, quoi. Et donc, pour moi, c'était important de rester justement sur cette logique collective. Et pour l'individuel, il y a vraiment que les directeurs de clientèle qui, à un moment donné, sont revenus à la charge pour avoir des primes individuelles, parce qu'ils étaient beaucoup sur les signatures. Bon, de mon temps, j'ai tenu bon. Je crois que Christian lui est revenu sur une prime individuelle. Cool. Alors, ce que je te propose, c'est Intuiti, c'est une agence de com, donc c'est une agence. On a une autre agence là parmi nous. On a les amis de BIAP, on a Thomas et Damien. C'est vrai qu'on a un peu cette image d'Épinal des agences où il y a une super ambiance. Vous allez toujours boire des coups tous ensemble. Il y a une ambiance terrible dans le bon sens du terme. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu qu'est-ce que vous faisiez, vous, pour maintenir cette ambiance, pour donner envie aux gens de venir tous les matins? Quels étaient les petits rituels que tu avais mis en place pour créer ça et le maintenir et qui nous donne vraiment des petites choses très concrètes? Je me permets juste de rajouter un tout petit truc par rapport à l'élément financier. Yes. Posez-vous bien la question de savoir dans quelle étape de vie sont vos collaborateurs aussi. Je pense à ça là, mais c'est extrêmement important que parfois le centre d'intérêt change. L'ambiance est bonne, ils savent bien ce qu'ils font, ils sont motivés, etc. Mais ils vont avoir une source de motivation financière parce qu'ils sont dans l'étape d'achat d'une maison, dans l'étape mariage, dans l'étape j'en sais rien. En tout cas, faites bien attention à l'étape de vie dans laquelle ils sont parce que parfois il peut y avoir un changement comportemental dû à un changement de
de vie, tout simplement, hein, une évolution de vie, quoi. Il faut être attentif à ça. Il ne faut pas s'offusquer qu'à ce jour-là, c'est plus l'argent qui drive, quoi. Ok. Donc maintenant, tes conseils. On veut du concret sur les petits tips. Bon. Qu'est-ce que vous faisiez? Alors, il y a toujours une ambiance fantastique dans les agences, c'est merveilleux, etc. Bon, néanmoins, on a quand même un des taux de turnover les plus importants parmi les secteurs d'activité, quoi. C'est-à-dire que quasi systématiquement, on a des turnovers qui oscillent entre 20 et entre 20 et 25% à peu près par an. Donc c'est quand même énorme. Hein. Carrément. C'est quand même énorme. Donc bon, alors évidemment, c'est plus vrai pour des agences qui font 20-30 personnes. Quand les agences commencent à faire 40, 50, 60 personnes, il n'y a évidemment pas 20 personnes qui partent tous les ans. Mais on a un turnover qui est assez important. Je l'attribue moi plus à la jeunesse, et c'est souvent des jobs de démarrage pour les gens quand ils viennent en agence, ce qui du coup alimente aussi la notion d'ambiance. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes qui sont récemment en couple ou pas encore en couple ou pas d'enfants ou des choses comme ça, donc plus à même de rester un peu plus le soir, boire des coups, etc. Donc ça, c'est un élément, je dirais, spécifique aux agences qu'il faut peut-être pas s'appliquer comme une généralité, quoi. Okay. Bon, et par ailleurs, nos métiers s'appliquent assez bien à une certaine forme de transversalité. Donc, on est souvent en open space, donc souvent dans des espaces ouverts où les gens peuvent beaucoup communiquer entre eux. Et donc, voilà. Et puis après, on travaille dans des milieux créatifs, etc. Donc, je voulais juste évacuer ça pour dire que notre secteur d'activité s'associe bien aussi à ce type d'ambiance, quoi. Bon, néanmoins, on a mis en place des choses assez concrètes. Moi, je pense qu'une bonne ambiance, elle va être avant tout là et saine à partir du moment où les gens communiquent régulièrement entre eux. Le cloisonnement fait souvent en sorte que les gens se font des idées, des films, des cancans, etc., par petits groupes, parce que le cloisonnement apporte souvent ça. Donc, quand on a des bureaux cloisonnés, ce qu'il faut, c'est trouver des moments de partage. Le patron de Cisco System, je me souviens très bien de cette phrase qui m'a vraiment marqué. Il n'y avait aucun bureau chez Cisco, à San Francisco, parce qu'il disait don't come to compute, come to commute. Donc lui, il disait, si vous venez pour être sur votre ordi avec des écouteurs sur les oreilles, ça sert à rien de venir au bureau. Restez chez vous. Vous venez au bureau pour être dans le partage avec les autres. Donc eux, ils n'avaient qu'un grand espace avec des tables et des salles de réunion tout autour de la grande pièce. Ils n'avaient pas de bureau fixe. Donc, si je dis ça, c'est que c'est hyper important de créer très régulièrement des moments de partage entre les gens. Alors, ça dépend de la taille de l'équipe, hein. Moi, ce que j'avais fait quand on était une trentaine, j'avais plusieurs équipes par expertise dans l'agence. Et donc, j'avais confié à chacune des équipes un budget annuel qui leur permettait de préserver tous les 2 mois une demi-journée ensemble où ils s'utilisaient ce budget pour aller faire du canoë. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des trucs assez classiques, hein, du kart, ils se sont fait un resto aussi, un dîner qu'ils ont pris sur le budget, etc. Donc eux déjà, je les avais enjoints à prendre des moments entre eux pour faire autre chose que travailler. Parce que du coup, on parle d'autre chose. On apprend à mieux se connaître, on se comprend, on va au-delà du simple agacement qu'on a vu le matin sur tel ou tel truc dans le boulot. Et ah bon, ah oui, c'est vrai, ah ta maman est malade, voilà. On comprend des choses. Donc quand on comprend des choses, on est plus dans la bienveillance.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc je vous l'ai dit, on faisait le share and boss meeting, ça s'appelait, hein, une fois par mois sur un vendredi après-midi. Et ça finissait en général sur un pot. Donc là, c'était le partage par des collaborateurs de leurs expériences positives ou parfois aussi des expériences négatives, un retour d'expérience. On avait des témoignages d'échecs. Donc voilà, on faisait ça. À chaque moment important de l'entreprise, de victoire, célébrer les victoires, c'est hyper important, célébrer les victoires. Chaque fois que vous le pouvez, célébrer les victoires. Dès que ça commence à devenir normal, vous n'avez plus de prise pour apporter cette reconnaissance dont on parlait tout à l'heure. Et idéalement, le faire un peu par surprise. Donc, il y a une belle victoire dans le service ou dans l'entreprise. Vous sortez une nappe à carreaux, vous sortez des bons fromages de chez Bayver, vous sortez des bonnes bouteilles et vous remerciez les gens. Et vous les remerciez, vous les félicitez parce que c'est hyper important le travail qu'ils ont fait. Et avec à chaque fois un petit clin d'œil spécifique pour un tel. C'est quoi une victoire, Vincent? Parce que c'est à partir de quand c'est quelque chose d'exceptionnel, tu vois? Parce que de temps en temps, on a vu nous dans certains ateliers où les gens ils fêtaient un peu tout et n'importe quoi, tu vois? C'est quoi ce caractère tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut alors effectivement, si ça a lieu toutes les semaines, ça n'a plus la même saveur, hein, ça c'est certain. Donc il faut le faire de manière assez mesurée. Mais une belle victoire, c'est un projet qu'on a réussi à achever dans un temps court. C'est un gain client. C'est une reconnaissance du dirigeant sur telle ou telle mission qui a été menée avec succès. C'est l'exception, quoi. C'est exceptionnel. Il faut pas que ça devienne la norme, quoi. Non, il faut pas que ça devienne la norme. Prendre des pots régulièrement, donc ça c'est l'autre point auquel j'allais venir. Je pense que ça c'est important aussi de prendre des pots régulièrement avec son équipe. Tout ce qui est after work, hein, c'est important. Et pour ceux qui peuvent pas faire after work, il y a les déjeuners. Hein. Un simple déjeuner, c'est très bien aussi. Hein. Aller dans un endroit sympa, un peu animé, ça c'est très bien. Donc ça c'est bien, c'est régulier. Et par contre, il y a des éléments d'exception où il faut un traitement d'exception. Et donc là, c'est à la fois. Enfin, moi, je suis hyper attaché aux détails. Donc, c'est les petits plats dans les grands, c'est des très bons produits. C'est voilà. Je vous remercie, quoi. C'est pas une rosette cochonou et non, mais je plaisante, mais non, d'ailleurs, je plaisante pas. Je plaisante pas. C'est des marques importantes pour dire c'est un moment important et donc je veux qu'on le fête dignement, quoi. Voilà. On avait une question sur ces moments de convivialité avant que tu passes au pot où apparemment tu étais plus impliqué. Quand tu donnais le petit budget à tes différents départements pour que eux aient ces moments de convivialité, on est d'accord que c'était sans le top manager. C'était que le manager du département qui était présent? Oui. Moi, j'étais pas là. Ok. Ouais, cool. C'était eux qui devaient gérer ça. Il fallait qu'ils aient leur moment à eux. Et autre question que j'ai eue en privé, c'est est-ce que, donc tu dis on célèbre évidemment les bonnes nouvelles, et après c'est quoi toi pour que l'ambiance soit bonne, est-ce qu'il faut partager aussi les mauvaises nouvelles pour que l'équipe soit impliquée et que tout le monde ait le même niveau d'info, ou le job du manager c'est de faire tampon? Non. Et je pense que c'est extrêmement important que les mauvaises nouvelles soient partagées. Surtout que il faut bien imaginer que la seule personne à avoir suffisamment de hauteur sur un sujet, c'est le manager, à partir du moment où il n'est pas trop impliqué dans le sujet. Et donc, il faut arriver à donner le même niveau d'information à tout le monde, parce que parfois, il y a des frustrations sur des non-dits ou sur des on-dits, l'un ou l'autre d'ailleurs. Et donc,
Donc c'est vraiment important que tout le monde ait effectivement les tenants et aboutissants d'un échec. Et après, je pense que c'est aussi bien de laisser chacun s'exprimer là-dessus aussi pour bien comprendre où se situe la frustration de chacun dans cet échec ou les raisons de cet échec. Et après, bon là on sort un peu du sujet, mais je pense que ce qui est pas mal, c'est de laisser bien s'exprimer les collaborateurs sur ce qu'ils ne referont pas la fois d'après ou ce qu'ils feront pour que ça n'arrive pas. Ok, cool, super clair. Je t'ai un peu coupé, tu me parlais donc des moments là dans l'entreprise. Est-ce que tu avais d'autres rituels? Donc on a vu qu'il y avait les une fois par mois ou comment t'appelais ça, les boss les boss and share meetings, ouais. Les boss and share meetings. Est-ce qu'il y avait d'autres rituels comme ça que tu mettais en place pour que l'ambiance soit bonne? On a vu là aussi dans un autre atelier Up Together que il y avait tous les mercredis matins une sorte de gratitude, de merci qui était dit par les gens de l'équipe les uns vis-à-vis des autres. Est-ce qu'il y avait d'autres choses comme ça toi que tu mettais en place ou que tu as vu qui était intéressant? Alors on a les sempiternels petits tournois qui tournaient un peu toute l'année. Donc bon, le gros cliché, mais le tournoi de baby-foot a toujours bien fonctionné. Après, c'est pendant la Coupe du Monde, tout le monde fait son tournoi sur fichier Excel ou sur des logiciels qui sont prévus à cet effet. Enfin, il y a toujours plus ou moins, je dirais, les marronniers, un peu comme on dit dans la communication, c'est-à-dire une certaine saisonnalité avec des choses qui sont en place. Ce que j'aimais bien dans ces cas-là, c'est que l'initiative soit prise par des gens de l'équipe. C'est très difficile en général. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'offusquer de ça. C'est très difficile en général quand c'est le manager qui lance les choses d'avoir une adhésion forte et majeure d'un coup. C'est très compliqué. Il ne faut pas s'offusquer. Hein. C'est rien de. C'est pas contre le manager. C'est juste que je pense pas qu'il nous identifie totalement là-dessus, quoi. Et donc souvent, moi, quand j'entendais des bonnes idées à droite à gauche de tiens, on devrait faire ça, banco, vas-y, tu t'en occupes. Tu t'en occupes. C'est une super idée, tu le fais. Et donc, quand c'était fait par des collaborateurs, c'était hyper efficace. Hyper efficace. Puis souvent, ils allaient chercher un ou deux petits camarades pour co-créer ça et ils embarquaient. Ok, cool. Donc, sauter sur ces occasions-là. Ah ouais, hyper important. Hyper important. Et puis après, sur des rituels, le boss and share meeting, par exemple, je l'ai amorcé. Après, c'est plus moi qui le gérais. C'est-à-dire que c'est eux qui faisaient l'ordre du jour. Donc, au fur et à mesure, j'ai transmis. Je leur demandais juste de me conserver 10 minutes pour pouvoir faire les annonces de quelques chiffres, etc. Et quelques nouvelles que j'étais le seul à avoir en main, quoi. Voilà. Je sais aussi que il y a des choses qui se sont faites sans moi. Donc là, c'est les équipes qui ont fait ce qu'ils ont appelé la mini académie. Donc là, c'est quelqu'un de l'équipe qui avait dit tiens, mais ce sujet-là, il faudrait que je le partage avec mes collègues. Donc il a mis en place sur un midi 15 minutes sur des micro-formats. Bon, c'est un truc de référencement naturel, mais enfin en tout cas, voilà, sur un élément de son métier. Okay. Et un autre a dit mais attends, c'est vachement bien, moi je vais faire la même chose. Et du coup, depuis, c'est devenu la mini académie. Et toutes les semaines, entre midi et 2, ils font 15 minutes sur un sujet en particulier pour partager avec les autres expertises de l'agence, quoi. Ok, cool. Voilà. Alors, moi, juste pour donner un élément, moi j'ai nommé très tôt, alors la fameuse Chief Happiness Officer dans l'entreprise. Alors on nous a rabattu les oreilles avec ça, donc maintenant on n'en peut plus. D'ailleurs maintenant ils essaient tous de changer de nom pour dire que c'est un nouveau concept. En tout cas, ce qui est certain, c'est que
si c'est pas le manager qui le fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sente responsable de l'animation et de l'ambiance. Donc c'est important que quelqu'un, et d'ailleurs ça peut être tournant, hein, c'est-à-dire que c'est pas toujours forcément la même personne, et dire voilà, écoute, sur ce mois-ci, trouve-moi des idées pour qu'on puisse partager des moments sympathiques ensemble, qu'on puisse partager de l'expérience ensemble, des choses comme ça. Et donc confier la responsabilité, ça marche très très bien. Et elle était dédiée, ou il était dédié uniquement à ça, à la bonne ambiance au sein de l'entreprise. Ouais. Ok. C'était 80% de son job. 80%. Ok, donc tous ces événements-là, les boss to boss, c'est elle qui coordonnait tous les budgets pour les équipes et tout ça, c'était chez elle. Ouais. Aujourd'hui, Okay. Elle est devenue responsable RH. Elle est du coup, alors que Ouais. c'est une fille qui était au départ à l'accueil. Hein. Elle faisait le standard. D'accord. Donc, Ok. top, l'histoire est super belle. Super intéressant. On arrive dans la dernière partie de cette masterclass, Vincent. On commençait à aborder on arrive sur le troisième point. Tu parlais de ces moments récréatifs qui se passent en dehors de l'entreprise. Là aussi, entre ceux qui ont des vies privées très chargées, qui n'ont pas le temps d'y aller, parce que voilà, ils ont aussi leur famille ou leur vie privée. Ceux qui y vont pas parce qu'ils savent pas où est la zone rouge à ne pas dépasser. Entre le manager, le copain, l'ami. Est-ce que là, tu peux nous partager ton expérience et justement peut-être nous donner ce que j'appelle cette ligne rouge peut-être à ne pas dépasser, enfin quelques indices. Et pour ceux qui ne peuvent pas y aller, tu as parlé des déjeuners. Est-ce qu'il y a d'autres moments, toi, que tu mettais en place pour avoir ces rapports un peu privilégiés en dehors du cadre professionnel classique? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a si effectivement on peut pas faire d'after work et d'aller prendre des pots dans un café, le déjeuner est un moment propice pour ça aussi. Hein, donc, faut pas hésiter, soit en one-to-one, soit avec une partie de l'équipe, soit avec toute l'équipe. Donc ça peut se faire assez naturellement. Je sais que on avait un rituel, nous, souvent le vendredi midi, où on allait dans le restaurant italien d'à côté. Bon, et puis il y avait soit les 15-20, soit 6, soit 10, ça dépendait des jours. Donc ça peut se faire sans déborder sur la vie privée. Voilà. Ça c'est pas un souci. Après sur le côté ligne rouge, bon, elle est souvent dépassée plutôt en after work que dans les cafés. Après, bon, moi j'étais hyper mauvais à ça. Hein. C'est-à-dire que je suis très cabot et très donc du coup, je rentrais très vite en mode soirée. Donc bon, faut pas suivre mon exemple, c'était pas bon. Et d'ailleurs, j'en ai souffert par moment, hein, parce que du coup, parfois, je suis trop rentré dans le copinage. Et à force de rentrer dans le copinage, on finit par plus dire les choses parce qu'il y a de l'affect. Et quand l'affect commence à rentrer en ligne de compte, on est plus objectif, on n'est plus spécifique comme je le disais tout à l'heure. On reste évasif et on sait plus dire les choses. Et là, ça devient un problème. Mais donc concrètement, on peut pas. Enfin, pour toi, ta vision, c'est est-ce qu'on peut être manager et être le copain de son manager, quoi? Est-ce que ça, c'est possible de manager un pote, pour être clair? Il y a des gens qui arrivent à faire la part des choses, mais je pense que c'est relativement rare. Ok. Mais il y a des gens qui arrivent à faire la part des choses. Hein. J'en ai déjà vu. Hein. Cela étant, c'est quand même, somme toute, assez difficile. Il faut que ça parte vraiment de base très très saine, soit de base très très saine d'amitié à l'origine, pour pouvoir travailler ensemble ensuite, soit s'il y a une amitié qui se noue au fur et à mesure du travail. Je pense qu'il faut être clair dès le départ sur ce que ça signifie après pendant les heures de travail, quoi. C'est vraiment hyper important. Hein. J'ai mon téléphone qui a failli tomber.
Non, peut considérer qu'il est plus facile de passer de collègue à ami que l'inverse. Passer de collègue à ami que l'inverse. Ouais, je pense que c'est plus facile de passer de collègue à ami que l'inverse. Ouais. Et je parle de ça aussi par rapport à Réseau Entreprendre, hein, où je vois énormément de gens qui s'associent, qui étaient potes avant et qui aujourd'hui ne se parlent même plus. Hein. Ça, c'est quand même régulier. Hein. En fait, il y a conflit d'intérêts. En fait. On n'y peut rien, il y a un conflit d'intérêts. Et l'affect altère le jugement. Donc ça, voilà, faut l'avoir bien en tête. Et donc juste pour la partie copinage, si vous arrivez à faire la part des choses, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, soit n'embauchez pas vos potes, soit gardez une limite malgré tout pour bien préserver votre métier, à pas être trop pote avec les gens. D'ailleurs, ça me fait répondre différemment à la question d'avant. Est-ce que c'est plus facile de devenir ami quand on a été collègue? En fait, je pense que ce qui est altéré, c'est la base. Quand on est ami avant d'être collègue, on est ami pour des raisons et pour ce qu'on donne de nous-mêmes à cet ami. On ne se connaît pas dans le travail. Dans le travail, parfois, on a des attitudes qui sont biaisées, différentes. Et c'est la même chose. Si on devient ami alors qu'on est collègue, on est amis parce qu'on se connaît de nous aussi un peu dans le travail, etc. Peut-être qu'après, en allant plus loin, ce sera un peu différent, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair là sur le coup. Mais, si, non, mais en fait, c'est que non, ouais. Non, moi, ce que je comprends, non, mais ce que je comprends, c'est qu'il faut être hyper, enfin, comment dire, c'est qu'il faut objectiver les choses et dès qu'on met de l'affect dans les relations managériales, ça devient super compliqué dans tous les cas et que enfin, ma perception est, il nous reste 10 petites minutes et je pense qu'on va libérer les micros pour que tout le monde puisse un peu s'exprimer. Je pense que c'est toute la difficulté des managers où, à un moment, quand on a des rapports un peu privilégiés avec des gens, il faut savoir conserver cette distance et le faire de manière. Mais c'est toute la subtilité des bons managers. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'important et de garder ses distances. C'est vraiment, il faut une dimension de respect, de bienveillance et d'exigence. Si j'avais 3 choses comme ça à dire, c'est ça qu'il faut. C'est ces 3 ingrédients-là qu'il faut arriver à bien orchestrer. Voilà. Respect, bienveillance et exigence. L'exigence ne va pas sans la bienveillance et vice versa, quoi. Et il faut du respect de l'un vis-à-vis de l'autre et vice versa. Et dernière chose, juste avant que donc les Up Together, là, je vous propose on va libérer les micros. Donc, si vous avez des questions, préparez-les pour Vincent. Il va nous rester 5 minutes. Juste Vincent, est-ce que toi, et là encore, il n'y a pas de réponse toute faite, est-ce que tu as des indicateurs où justement, quand on est en train de tomber dans une relation un peu trop de copinage avec quelqu'un, est-ce qu'il y a des signaux faibles que toi, de ton expérience, tu détectais où tu te disais, oh là, là, on arrive dans une zone compliquée, il faut que je fasse particulièrement gaffe et que je sois vigilant. Oui, des prises de largesse, de souplesse, de la propre initiative de la personne. Ça, c'est en général pas un bon signal. Des marques de proximité, de familiarité trop prononcées et trop fréquentes. Et comment tu y remédies à ça quand tu sentais que ça dérapait un petit peu et que on arrivait dans une zone qui te convenait plus? Tu recadrais? Je l'ai dit, j'étais pas bon moi là-dedans. T'allais boire une bière, quoi. Écoute, ça m'est jamais arrivé. Je pense qu'avec le recul aujourd'hui, j'irai voir la personne dans un moment un peu de convivialité et lui dire, écoute,
si tu veux qu'on continue d'avoir cette même convivialité, cette proximité, cet élément-là, il faut plus le faire parce que sinon je vais être obligé de reprendre de la distance. Factuel, quoi. De toute façon, dans une relation de manager, mais ça, je pense que vous le savez tous, faut être hyper spécifique, hyper factuel, hyper objectif, parce que sinon, c'est que du sentiment, et dans le sentiment, on sort du ressentiment. C'est obligé. Cool, merci beaucoup. Damien, Thomas, Alice, Marc, Dany, Laurent, Vincent, on a qui d'autre encore avec nous? Gilles, Charlotte, Pierre. Est-ce que vous avez des questions, Emmanuel, si tu peux leur libérer les micros, ou bien vous démutez en bas à gauche. Est-ce que vous souhaitez soit même partager peut-être des choses, des réactions? Enfin bon, c'est freestyle comme d'habitude. On expérimente. Donc allez-y. Salut, il y a Clémence qui vient d'apparaître. Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose ou non? Ah, il y a Alice, on t'écoute. Moi, j'ai une petite question où justement, je pense que vis-à-vis de mon équipe, j'ai plutôt mis les barrières dès le début pour éviter justement de tomber dans l'affect et peut-être un peu trop. Et donc, du coup, pour basculer dans plus de convivialité et de simplicité dans les échanges, bah, du coup, je ne sais plus comment faire parce que comme j'ai mis les barrières tout de suite et maintenant, il y a une partie de l'équipe que j'ai déjà depuis un moment, c'est difficile de changer de comportement. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment va être perçu le changement de comportement. D'abord, je ne sais pas comment changer et si je change, comment ça va être perçu. C'est très difficile de revenir en arrière. Parce que Ça ne m'aide pas, ça. non, mais c'est difficile parce qu'effectivement, les gens, ils se sont fait une idée. Et les faire ressortir de cette idée-là, c'est difficile. Quand je disais que j'ai souffert, moi, du copinage avec un certain nombre de collaborateurs, c'est que j'ai certains de mes collaborateurs avec qui j'étais depuis presque 10 ans. Donc, ils m'ont connu à 28 ans et à 38 ans. Quoi. Donc, à 28 ans, évidemment que j'étais un branleur. Quoi. Donc, j'avais qu'une envie, c'était de boire des coups avec les autres. Quoi. Donc, et à 38, pas du tout la même chose. Et j'avais un mal de chien à leur faire changer l'image, le paradigme dans lequel ils étaient vis-à-vis de moi. Et comment t'as fait alors? J'ai pas fait. Non, mais comment j'ai fait? Il m'a fallu quand même, il y a eu du changement, il m'a fallu beaucoup retravailler avec eux en one-to-one sur des dossiers et démontrer que par une certaine forme d'exemplarité sur certains sujets, que j'étais la personne de la situation. Donc déjà, et donc ça a permis vraiment, au bout de 2 ou 3 ans, de récupérer une certaine forme de respect sur ce que j'en attendais en tout cas, c'est-à-dire accepter une certaine forme de subordination. Parce qu'il faut expliquer, avant on était 3 associés, hein, donc quand on est 3 associés, chacun a un peu le chef qu'il a envie d'avoir, quoi. Hein. C'est toujours un peu compliqué sur le lien de subordination. Donc moi, la réponse que je ferai à Alice, c'est surtout déjà si le changement doit se faire, il doit surtout pas se faire de manière trop radicale parce que tout le monde va être surpris et ça ressemblera à de la manipulation et donc ça sera pas bien perçu. Moi, je pense que de toute façon, on n'a pas nécessairement besoin de tomber dans le copinage dans le travail. Hein. Enfin, je veux dire, ou ni dans une forme de convivialité, etc. Il y a des gens qui se sentent très très bien dans une entreprise simplement parce qu'ils sont respectés, écoutés et qu'ils ont l'impression que leur travail est vraiment utile. Et donc, et ça suffit amplement. Pas besoin de boire des coups. Hein. Donc, je pense simplement que peut-être que d'avoir des relations régulières en one-to-one, soit au travers d'un déjeuner, soit au travers d'éléments plus réguliers d'écoute et d'apport et de propositions d'aide sur des sujets, je pense que déjà rien que ça va ramener une certaine forme de convivialité. Quoi. Merci. Et la Greg, on ne t'entend plus.
On ne t'entend pas, Grégoire. Je disais juste que quelqu'un veut intervenir. Vas-y, Clémence. Ouais. Bonjour. À l'inverse, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre parce que vous n'êtes pas dans cette situation-là. Quand on a un big boss qui ne sait pas célébrer les victoires, comment l'aider? Si ce n'est, voilà, après, si vous avez des bonnes propositions, suggestions, je suis preneuse. Alors, je connais pas le contexte. Alors, c'est peut-être. Ouais. J'espère que je peux pas une réponse à côté, mais je pense que bon, on a tous des caractères différents, une forme plus ou moins expansive, plus ou moins introvertie, plus ou moins chaleureux. Et ça, on se refait pas, quoi. On change pas les gens. C'est très difficile. Néanmoins, je pense que s'il est entrepreneur, il doit aussi être pragmatique. S'il est pragmatique, probablement qu'il doit être possible de lui poser de manière pragmatique l'intérêt de faire ce genre de moment. Et donc, si lui est pas très sensible à ça, il peut être amené à dire bon bah, ok, je vois très bien l'intérêt. Moi, c'est pas ma came, mais occupe-t'en, ok. Occupe-t'en, fais en sorte que effectivement, à chaque fois que tu sens que tu ressens le besoin qu'il y a un besoin dans l'entreprise de célébrer, eh bien, fais-le. Et puis j'y serai. Je te dis pas que je ferai que je serai tout sourire et que je sauterai au plafond, mais au moins, voilà, il y aura ça et j'y serai. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, il y prendra goût, qui sait. Oui, alors y participer et suivre le mouvement, c'est des choses qu'il sait faire. Mais c'est vrai que justement, pour une équipe, c'est important que l'initiative vienne de lui. Et comment faire que l'initiative vienne de lui? Parce que c'est pas. Ah, eh bien alors, ça c'est comme le bras droit du dirigeant. Moi, à un moment donné, j'avais une femme formidable d'ailleurs qui m'aidait là-dessus, qui était vraiment top. Et elle, c'est elle qui venait me tirer par la manche et qui me disait ça, faut le célébrer, c'est important. Et donc je disais mais oui évidemment t'as raison. Hop, je filais à Intermarché chercher la rosette cochonou dont je parlais tout à l'heure et donc voilà. Non mais effectivement ça peut venir de lui. Et si c'est quelqu'un d'intelligent, il saura faire remarquer que ça vient régulièrement de vous, quoi. Ok, il est 13h33. On a 3 petites minutes de retard. Donc, comme d'habitude, on va tenir les timings. Donc, je voulais tous vous remercier. Merci beaucoup à Vincent pour ton temps, de nous avoir partagé tout ça. Pour ceux qui veulent échanger avec Vincent après en one-to-one, il n'y a pas de problème comme d'habitude. Merci à tous pour votre temps. On voit la grande majorité d'entre vous demain pour le déjeuner et c'est un grand plaisir et ça va être super. Vous allez voir, ça va être pas mal du tout. Et puis, merci encore et bonne journée et à demain. Merci, au revoir. Ciao. Merci. Bye bye, merci beaucoup. Merci.